L'OTAN et les États-Unis ont transmis par écrit des propositions à la Russie en vue de sortir de la crise ukrainienne. Reste à savoir la réponse que Moscou apportera à ces courriers. Face à la moindre sévérité du variant Omicron, plusieurs pays décident de lever leurs restrictions. Le Danemark mettra fin à toutes les mesures anti-Covid le 1er février. Incertitude politique en Italie. Après 3 tours de scrutin, les grands électeurs ne parviennent pas à élire le futur président de la République. L'OTAN et les États-Unis ont transmis à la Russie 2 lettres distinctes en guise de réponse au projet de traité que leur avaient adressé les Russes en décembre. Dans leur courrier, les Américains indiquent qu'ils refusent de renoncer à un élargissement de l'OTAN. C'est pourtant ce qu'exigeait le Kremlin. Moscou considère en effet qu'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait un affront. L'OTAN croit fermement que les tensions et les désaccords doivent être résolus par le dialogue et la diplomatie, et non par la force ou la menace de la force. Ainsi, aujourd'hui, l'OTAN a transmis nos propositions écrites à la Russie et nous l'avons fait en parallèle avec les États-Unis. Le document que nous avons remis comprend nos préoccupations concernant les actions de la Russie qui compromettent la sécurité. Nous avons fait une évaluation pragmatique des préoccupations soulevées par la Russie et nous avons formulé des propositions pour les domaines où nous pourrions trouver un terrain d'entente. Reste désormais à savoir quelle sera la réponse de la Russie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères a fait savoir que son pays allait maintenant prendre le temps d'étudier la réponse occidentale, sans donner plus d'indications sur un délai de réponse. Les Danois devraient bientôt retrouver leur vie d'avant la pandémie de Covid-19. C'est ce qu'a annoncé la Première ministre lors d'une conférence de presse. Malgré un nombre important de nouveaux cas, le gouvernement juge la couverture vaccinale du pays suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron. Ce soir, nous pouvons commencer à relâcher la tension et à retrouver le sourire, car aujourd'hui est une étape importante. Nous avons de très bonnes nouvelles. Nous pouvons maintenant lever les dernières restrictions liées au coronavirus au Danemark. La levée des restrictions entrera en vigueur le 1er février et mettra fin à la fermeture anticipée des bars et des restaurants, au recours au pass sanitaire et au port du masque. Certaines restrictions d'entrée sur le territoire resteront en place pour 4 semaines. En Autriche, le gouvernement a annoncé la fin dès lundi prochain du confinement obligatoire pour les non-vaccinés mis en place à la mi-novembre. La situation dans les hôpitaux permet de lever cette restriction, a déclaré le ministre de la Santé. La vaccination obligatoire entrera, elle, en vigueur dès le 1er février. En raison du variant Omicron, les taux de contamination restent très élevés partout en Europe et de nouveaux records ont été battus mercredi en République tchèque et en Pologne. Toutefois, cette nouvelle vague est moins meurtrière car Omicron entraîne moins de formes sévères de la maladie. Le scandale du Partygate va-t-il coûter son poste à Boris Johnson? Tout semble possible dans l'attente des conclusions d'un rapport potentiellement explosif sur les fêtes données à Downing Street en plein confinement. La séance hebdomadaire du Premier ministre britannique à Westminster a été houleuse. L'accusant de mentir, des députés ont appelé à sa démission. Le chef de l'opposition travailliste a mené l'offensive. Le code ministériel stipule que les ministres qui induisent sciemment en erreur le Parlement sont tenus de présenter leur démission. Le Premier ministre pense-t-il que cela s'applique à lui? Monsieur le Président, permettez-moi de dire à la Chambre que je pense qu'il pose une question sur une enquête que je ne peux pas commenter. Comme vous le savez, en tant qu'avocat, Monsieur le Président, il saura que je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. Ce sur quoi je me concentre, c'est le fait d'assurer la reprise la plus rapide possible de toutes les économies européennes après le Covid et le déploiement le plus rapide des rappels de vaccination. Quoi qu'il dise dans sa déclaration aujourd'hui ou demain, cela ne changera pas les faits. Ce Premier ministre et ce gouvernement ne font que mépriser la décence, l'honnêteté et le respect qui caractérisent ce pays. Non, Monsieur le Président, bien sûr qu'il veut que je me retire. Monsieur le Président, bien sûr qu'il veut m'écarter. Bien sûr, je ne le nie pas, beaucoup de gens veulent m'écarter. Mais je vais vous dire la raison pour laquelle il veut me mettre à l'écart. Parce qu'il sait que l'on peut faire confiance à ce gouvernement pour tenir ses promesses. Malgré la colère exprimée à la Chambre des communes, Boris Johnson a jusqu'à présent échappé à un vote de défiance. Mais lâché par les députés de sa propre majorité, il apparaît plus isolé que jamais.
Bianca. L'Italie, toujours dans l'attente de son prochain président. Un troisième tour de scrutin a eu lieu ce mercredi pour le désigner, mais en vain. 1 millier de grands électeurs, députés, sénateurs et représentants régionaux étaient appelés à s'exprimer. Parmi eux, 412 ont voté blanc, une illustration de l'absence de consensus des principaux partis autour d'un candidat. En Italie, le chef de l'État a surtout un rôle protocolaire, mais pour le pays, l'enjeu est de taille, car l'actuel Premier ministre Mario Draghi pourrait être élu, et la fin de sa fragile coalition gouvernementale entraînerait alors des élections anticipées. Cette fois, c'est le président sortant Sergio Mattarella qui est arrivé en tête, mais ce dernier ne souhaite pas un second mandat. Un quatrième tour aura lieu ce jeudi, précise notre correspondante à Rome, et à l'issue du décompte, nous saurons si les principales forces politiques qui sont en train de se concerter auront trouvé un accord et surtout qui seront les candidats, car les noms proposés jusqu'ici n'ont pas fait l'objet d'un consensus. À partir de jeudi, le seuil nécessaire pour élire le président passera de 2 tiers à un peu plus de la moitié des voix. Il presidente della Repubblica, Giorgia Orlandi, Euronews, Roma. Babi-Yar à Kiev en Ukraine. Dans ce ravin, plus de 30 000 juifs ont été massacrés par balles par les nazis et leurs collaborateurs ukrainiens. C'était en septembre 1941. Pour entretenir la mémoire de ce massacre, une délégation de hauts responsables européens s'est rendue sur place à la veille de la journée internationale de commémoration de la Shoah. C'est une fosse commune et pendant des années, Babi-Yar n'a pas été connu. On ne savait pas ce qui s'est passé ici parce que ça a été occulté pendant la période soviétique, mais aussi après par l'Ukraine. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans une situation de guerre quand il y a des soldats pas trop loin d'ici, sur les frontières, qui vont venir. On ne sait absolument jamais d'un jour à l'autre qui va se passer. Les Juifs qui habitaient ici avant n'avaient aucune idée dans leur tête qu'un jour à l'autre, on leur emmenait ici et leur massacrait. Les officiels ayant fait le déplacement ont participé à un colloque sur la lutte contre l'antisémitisme. Ils se sont prononcés en faveur de l'intégration de l'enseignement de la Shoah dans toutes les écoles en Europe. Des milliers de marins cubains sont-ils actuellement réduits à l'état de quasi-esclavage? C'est ce qu'affirme ce mercredi l'ONG Prisoners Defenders, soutenue par plusieurs députés européens du groupe Renew Europe. L'organisation accuse entre autres le géant italo-suisse des croisières MSC de profiter de cette situation. Ils disent avoir des preuves qui ont été présentées à la Cour pénale internationale. Nous avons beaucoup de preuves. Ces documents détaillent les terribles conditions des travailleurs cubains à l'étranger. Par exemple, la confiscation de leurs biens et l'interdiction de rentrer à Cuba pendant 8 ans, ce qui éloigne ces travailleurs de leurs enfants s'ils abandonnent leur travail ou ne rentrent pas à Cuba à la fin de leur contrat. La législation cubaine le confirme. Nous avons aussi des certificats de travail de Selectmar qui vend des travailleurs cubains pour des croisières de luxe et retient 80% des salaires des travailleurs. Nous avons aussi des certificats du ministère cubain de l'Intérieur prouvant ces allégations. Tout ceci est contenu dans plus de 1100 plaintes. Euronews a tenté de contacter MSC mais n'a pour l'instant pas reçu de réponse. En tout, selon des estimations, entre 50 et 100 000 personnes à travers le monde seraient concernées par ce que la Havane appelle des missions internationales, déjà connues dans le domaine médical par exemple. Une grande partie de l'argent obtenu ne va cependant pas aux travailleurs mais au gouvernement cubain. Selon la vice-présidente du Parlement européen, Dita Charanzova, ce scandale ne peut être toléré en Europe. L'Union européenne a un accord cadre avec Cuba et le Parlement européen avait posé une condition lors du processus de ratification de cet accord qui était une clause forte concernant les droits de l'homme. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant de mettre en œuvre et d'appliquer correctement cet accord. Et je pense que ces cas démontrent l'urgence pour l'Union européenne d'avoir une interdiction du travail forcé. Les revenus générés par les missions internationales cubaines constitueraient l'une des principales sources de revenus du gouvernement cubain à l'étranger depuis au moins 2005.